Gérard Jugnot, bonsoir. Bonsoir. On va se livrer une petite interview première fois, si vous voulez bien. La première baffe, je sais pas la première, mais il y en a une dont je me souviens, c'est quand j'avais fait une blague à mon père qui venait de changer la moquette. Ils avaient acheté une moquette toute neuve, c'était une grande première. Et j'avais acheté une fausse tache d'encre, une petite bouteille d'encre. Et quand mon père a vu ça, j'en suis pris une terrible. Premier amour. Oh, c'est resté très secret. Elle l'a pas su, je crois. C'était ce dont je me souviens, c'était une jeune fille qui s'appelait Annette. Elle l'a jamais su, je crois qu'elle même le sait toujours pas. Et c'était à Royan. J'avais fait les plans de toute la côte sauvage. Ça m'occupait pour savoir si je l'emmenais, où j'aurais pu l'emmener pour l'embrasser en cachette sans que ça paraisse. Alors donc j'avais fait toute une topographie des lieux. Je m'en suis jamais servi, quoi. Première expérience sexuelle, c'était en Tunisie, dans un club de vacances qui n'était même pas méditerranéen, avec une jeune fille que j'ai pas forcément avoir très envie, mais j'ai tellement tanné qu'elle a accepté gentiment. Premier pétard. J'ai un souvenir quand même, ils m'ont fait fumer quand j'étais avec l'ermite et Clavier, on avait été aux États-Unis. Ils m'ont fait tirer là-dessus, c'est une herbe très forte. Ça devait être un des premiers, je crois que c'était un des derniers, parce que j'ai une espèce d'alu, et c'était à Saint-Louis, Missouri, je me souviens. Et d'un seul coup, j'ai vu tous les mecs sortir des bosquets avec des fusils à canoncier. Et puis on riait, et plus on riait, je dis, non, on va se faire. Et j'ai eu une vraie panique là. Donc, non, c'est pas mon truc ça. Première expérience homosexuelle. On se tripotait dans les chiottes là, au lycée, mais bon, c'était pas vraiment homosexuel, c'était en attendant de rencontrer des filles. Il n'y a jamais eu pénétration. Première paye. La paye qui était pour moi plus importante, c'est une paye de figuration qui était marquée artiste de complément. Ça, mon père est tombé à l'envers, ce artiste de complément, c'était pour lui atroce. Il considérait que je n'étais même pas un artiste, j'étais artiste de complément au cas où. Premier million d'anciens francs. Je suis pas encore. Premier procès. C'est un procès que j'ai fait contre mon sosie, oui, ça, parce qu'il utilisait mon image à des fins un peu commerciales qui me déplaisaient. Au revoir. Bonjour. Ça va? Tu connais nos amis? Absolument. Vanessa Paradis, Florent Pagny. Vous connaissez les synonymes? Ouais. On pourrait dire bien proportionné, Ouais. un peu musclé, Ouais. Un peu trapu. fort, trapu, Ouais. voilà. Un peu dégarni sur le dessus. Voilà. Ouais. T'aurais préféré ça? Oui. Bah ça sera pour la prochaine. Excuse-moi, Gérard. Non, mais je suis très mal garé, donc ça va pas traîner. Thierry, ce mec, c'est dingue, tu lui mets une moustache, on dirait Junio. Ouais. Il lui ressemble, hein. C'est incroyable. Dis-moi, pour l'instant, c'est Florent Pagny qui a les clés du paradis. Mais elle est bonne, celle-là. Oui. Hein? Elle est bien. Je suis vraiment très mal garé là, je peux pas. Mais bon, tu connais l'interview Up and Down? Pardon? Ah ben, pardon. Le plus, le moins. Le plus, le moins. Ouais. Par exemple, ce qui te plaît le plus dans le cinéma. Ah, c'est à moi de répondre. Ouais, c'est toi l'invité. Ah, ce qui me plaît le plus, d'accord. Hop. Ouais. Ce qui me plaît le plus dans le cinéma, Ouais. il y a un côté Club Med. C'est-à-dire qu'on a une feuille de service, on sait ce qu'on doit faire, tout est organisé, on sait où on va manger, on te donne de l'argent de poche pour dîner le soir. Ça, c'est très agréable. Il y a un côté comme ça, on est pris en charge. Et ce qui te plaît le moins dans le cinéma? C'est l'attente. Enfin, je peux te dire. Façon de parler, Je oui. dis pas ça pour vous. Non, mais ça va. Mais Je vexe plus maintenant. C'est d'attendre. La plus grande joie de ta carrière? Oh, de quoi La plus grande joie de ta carrière? Ben, c'est de continuer. Ouais. Continuer à faire ce métier, Ouais. ça m'étonne toujours. La plus grande déception? C'est de ne pas avoir fait certains films. Que j'aurais travaillé avec des grands. Qui t'ont pas pris? Qui ont disparu. Ouais. Non, c'est vrai, j'aurais voulu. On avait des projets avec De Funès, avec Ventura, tout ça. Et ils sont partis, ça m'énerve. Ouais, bonne réponse. Oui, voilà, intelligente, sensible. Elle est bien celle-là. Sensible, elle n'est pas idiote. Non? Ton plus gros coup de fric? Coup de fric, Ouais. j'ai réalisé des pubs pour le loto. Ouais. Ils t'ont laissé gagner? Non, pas du tout, mais comme c'est plutôt bien payé la pub, comme j'ai fait beaucoup de pubs pour le loto, là j'ai gagné au loto. Ta plus grosse perte? Ah, c'est. C'est les cheveux. Ce que tu préfères en toi? Le regard. Fais voir.
Il est bien le regard. Ce que tu détestes en toi. Ah bon? Ben non, il y a une tête qui est posée s'il n'y a pas eu de cou. Il n'y a pas de cou, donc Ça a fait forcément, il y a un double menton. Quoi. Ça a fait ta fortune. Alors, ça. donc, Ta plus belle histoire d'amour. c'est vous. Ah. Et la plus minable. Ben, c'est vous aussi. C'est moins gentil, ça, déjà. Ce que tu as de plus sexy en toi. Les bras. Ouais. Et de moins sexy. Oui. Oui, c'est une obsession que tu as. Ouais. Ce que tu préfères dans le sexe. Le bout. Ou le goût. Ouais. Ce qui te dégoûte dans le sexe. Quand les poils tombent. Ah oui. ça se met entre les dents. Ah, ça c'est formidable. Donc il faut une toison bien ferme qui tient bien encore. Ah ouais, non, c'est Dis-moi, quand t'as le voulu- côté des feuilles mortes qui se ramassent. À l'appel. Ouais. Quand tu as voulu être artiste, Oh, ton père t'a dit tu finiras clochard. oui. Tu penses des fois? Alors, quand j'ai fait mon dernier film, oui. Ouais. Quand j'ai fait l'époque formidable. Là, tu l'as dit pour le cinéma, là. Ah oui, il était content parce qu'il m'a vu en clochard et puis Ouais. le film a marché. Ça avait bien gagné de l'argent. Non, j'avais les jetons, hein. Ouais. mais je crois que c'est bien d'avoir les jetons. Et dans 20 ans, tu te vois comment? Je préfère pas y penser. Ah bon? Maintenant, on va arrêter de se marrer, hein, parce qu'on Ouais. n'est pas là pour rigoler. Oh non, je hein. trouve que je suis mal garé. Ouais, puis tu sais que c'est le jour des morts aujourd'hui. Non. Bah ouais. Qui ça? Qui ça? C'est le 2 novembre, c'est le jour des morts. Ah merde. Alors, on va parler de choses un peu plus graves, si tu veux bien, parce qu'il faut qu'il y ait une dimension rire dans une émission, et il faut qu'il y ait une dimension émotion. Alors, je vais y aller carrément, comme tous les comiques, au fond, Gérard Jugnot, t'es pas franchement gay. Bien sûr, il n'y a pas de rire sans tristesse. Tu dis toujours, les gens confondent les acteurs avec les personnages qui jouent. Oui, mais même les personnages qu'on joue, ils ont que les emmerdes. Pour rire, il faut qu'on soit perclus d'emmerdement. Tu as déclaré, c'est pas un secret, que tu étais vraiment neurasthénique, toi. Non, Chez non. Chapier un jour. Oui, mais moi, j'étais fatigué. Bah, c'est Chapier qui t'avait Je suis fatigué. cyclotimique, je suis un peu cyclotimique. Ouais. Je suis un peu cyclotimique, je suis maniaco-dépressif. quoi. Ouais. Parce que ce soir-là, t'étais mal quand même, non? Oui, Il j'étais était sur le dos. Tu parles du vertige d'exister. Moi, je voulais faire une séquence un peu triste. Mais oui, Un peu, tu vois, émotionnel. Mais oui, vous n'êtes pas. Mais parle-nous-en du vertige Mais d'exister. tout le monde le connaît, ce vertige. Non. D'où vient, d'où vais-je, ou dans quelle Ah, c'est étagère, ça. tout ça. Bah oui, à quoi ça sert qu'est-ce qu'il y a avant et pourquoi la TVA, enfin des choses comme ça. Bon, la mort t'effraie ou pas? Bien sûr, oui. Non, c'est pas tellement... La mort, oui. Oui. Disons le mot, oui. Enfin, l'existence, plutôt. Ouais. Ouais. Tu fais des cauchemars. Et t'as un cauchemar qui revient sans arrêt. Moi Ouais, t'as un cauchemar qui revient sans arrêt. Ne regarde pas comme ça, mais- tu sais que c'est vrai. Mais non. Mais tu vas voir. Tu rêves, tu fais un cauchemar, Ouais. et tu te dis, si je me réveille pas, je vais mourir. Tu le fais, ce cauchemar. Ah oui, oui. Et dis-le que tu le fais, ce cauchemar. Ah oui, ce que tu as dit, quoi, il y a des gens qui ont fait des fiches et tout. Ah est-ce non, que j'ai t'as- pas besoin de gens pour faire mes fiches, moi. Ouais. Ouais. Non, oui, de temps en temps, oui. La nuit, Oui, ça m'arrive. Oui. tu te réveilles en sueur. Oui, de temps en temps. oui. Ouais. Comme tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est pire que mourir, finalement? C'est d'y penser. Non, c'est se réveiller vivant dans son cercueil. Oui. Tu y penses des fois à ça? Non, pas du tout. Ça, c'est pas. Non, j'ai beaucoup de flipperies, mais là, pas non. Non, non, c'est comme la zoophilie, tout ça, non. Les bergers allemands? Des bergers allemands, la sodomie d'animaux, ça, non, j'ai tout un sujet, ça, c'est bête, on n'y pense pas. hein. On devrait y penser plus souvent, mais là, non. Ah, il a réussi le jour des morts avec toi. Est-ce que tu attaches de l'importance à ce que les gens pensent de toi? Ça dépend qui pense quoi. hein. Ouais. C'est sûr qu'il y a quand même pas mal de gens qui peuvent penser ce qu'ils veulent, j'en ai Ouais, rien à cirer, ouais. mais les gens que j'aime bien, ça m'importe que. Bon, on va voir, parce que bien entendu, tu t'en doutes, on est allé avec une caméra dans la rue, on leur a demandé ce qu'ils pensaient de toi, mais avant de leur demander ce qu'ils pensaient de toi, on leur a dit 2-3 trucs, quoi. Bien sûr, oui, Hein? c'est un truc très objectif. Costard de star! C'est de l'info. Rien de spécial, je crois qu'il a très mauvais caractère. Bon, vous êtes au courant que dans ce métier, il a une sale réputation. Oui. C'est, on peut le dire, une ordure, un type pas sympa, un type odieux. Ça va, vous y allez carrément. Ça vous étonne ou pas du tout? C'est ce qu'on en dit, comme je le connais pas, je sais pas si c'est vrai ou pas. Bah pour moi, c'est pas une ordure. On coupera, on mettra pour moi, c'est une ordure. On vient de découvrir qu'il touchait le chômage sous 19 identités différentes. Ça vous choque ou pas? Oui, ça c'est certain. Beaucoup même. Monsieur, que pensez-vous de Gérard Jugnot?
Il est sympa. Ouais. On vient de découvrir qu'il touchait le chômage sous 29 identités différentes. Vous en pensez quoi? 29 identités. 29 mois par mois. 29 mois par mois, bah, c'est scandaleux, c'est tout. Mais Non, moi je trouve que ça ressemble au personnage. Hein. Chaque mois, il touche le chômage sous 59 identités différentes. Bon, je pense que c'est scandaleux. 117 fois le chômage. On sait de sources sûres que lors de ses dernières vacances en Espagne, il a abandonné son chien en l'attachant à un arbre. Ça vous choque ou pas? Je suis sûre que c'est pas vrai. Ça vous choque, vous, qu'il ait violé son chien? Je suis pas au courant, si c'est vrai c'est dégueulasse, mais je suis pas au courant, je peux pas vous dire. Je ne vais pas accuser sans preuve. Clairement, je dirais ça dépend des circonstances, ça dépend pourquoi il l'a fait, si c'est un crime passionnel ou pas, si c'est... Pas un crime passionnel, c'est pour avoir la maison plus tôt. Ouais, ça me choque. S'il essayait de vous violer, vous diriez quoi? Ah, je refuserais, Même un viol, c'est une atteinte à une personne, donc non. De la part de Junior, en plus, c'est pas mon genre de type. Vous aimeriez vous faire violer par quel genre de mec? Blonds yeux bleus. Helmut, viens! Bravo, Laurent Baffy, costard de star. Dis-moi, tu as appris la sexualité dans le Larousse médical, il paraît. C'est pas une honte, tout le monde a fait ça, mon GG. C'est pour un Mongolien, quand même. T'es pas un Mongolien. Bah, c'est bien, il y a plein de gens qui ont appris la sexualité dans le Larousse médical, tous les toubibs. Lui, à l'époque, c'était d'abord, Paris Hollywood, c'était maquillé, il n'y avait plus rien. C'était très bizarre. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y avait alors? Comme au Japon, il y avait... Non, le sexe des hommes et des femmes, c'était gommé, il n'y avait plus rien. Très inquiétant. Ouais. Et heureusement que ça t'a pas laissé des séquelles. Dans lui, dans Playboy, il n'y avait rien, il y avait des ventilateurs, des trucs. Ouais. Alors c'est vrai que dans le dictionnaire médical, il y avait des coupes. Coupe du pénis, le pénis. les trompes, tout ça, ouais. Vagin, très agréable. Vaginite, voire pelvite, Ben voilà. Et est-ce que tu as une sexualité normale maintenant? Je me déguise en docteur. Oui. Ça... On va faire une petite interview. Petite interview oui-non comme ça. Tu me réponds par oui ou par non? C'est pas compliqué. Si tu l'as trompé, tu lui dirais oui ou non? Oui. Ah, tu lui dirais? Pourquoi? Parce que je la quitterais. Ah bon? Si je la trompe, c'est que je l'aime plus. Tu regardes des cassettes porno? Allez. D'une main? Oui, non. Ça m'est arrivé une période de disette. La dernière fois. Si, pour voir. Il y a 2-3 ans. Ah, quand même, ouais. Pour voir, il y a des choses comme ça qui me... Des tailles comme ça qui... Ah, c'est impressionnant. Ouais. Ça laisse rêveur. Ah oui. C'est le temps qu'on ment. Ouais. T'as déjà fait l'amour à plusieurs? Non. Jamais. À plus de 2, quoi. C'est ce que je voulais dire. Peut-être une fois, il y a 15 ans, 20 ans. Ouais. Et comment ça s'est passé? Tu t'es fait aider. Ça s'est passé bien? Oh non, j'aime pas. Ah, t'as pas aimé? Non, je suis pour ça. T'as déjà utilisé des instruments? Les démons de pneus, les trucs. Les pinces à seins, quoi. Non, jamais? Non. Ou alors des trucs qui me tomberaient sous la main. Un verre, une bouteille, un truc, mais vraiment... T'as déjà eu des expériences sadomaso? Non, enfin... Ouais. Tu t'es jamais fait fouetter, par exemple? Non. T'as jamais eu envie? Non. Non, ça non. Non, on m'a fait mal des fois. Ah, sans le faire exprès. Sans le faire exprès, Ouais. des maladroites. Dis-moi, toi. Oui. Tu t'es confessé quand pour la dernière fois? Oh, il y a une paye. Ah bon? Mais tu t'es confessé déjà? Ah oui, oui, parce qu'on n'a pas le droit de communier sinon. Ah ouais? Ça te faisait du bien? C'est pas désagréable parce qu'on sortait très léger, c'était un peu comme après un résultat d'analyse, quoi. Quand on sait qu'on est séronégatif. Ouais. C'est agréable. Tu viens? Une sensation, oui, on y va. Ça va être exactement la même sensation, merci. Dis-moi, Gérard, ça a été dur à vivre pendant tout ce temps d'être le beauf de service? Le beauf de service. J'ai joué des personnages qui étaient un petit peu caricaturaux. J'avais une tête de français, c'est vrai que j'avais une tête de français. J'avais cette moustache là que je m'étais fait pousser pendant le service militaire parce que j'étais dans le contre-espionnage, c'était pour passer inaperçu. Puis maintenant, je passais plus du tout inaperçu. Ça te fait souffrir de te voir en franchouilleur, râleur, tous les soirs dans les arènes de l'info sur Canal+? Oui, enfin non, ça ne fait pas souffrir. C'est vrai que
C'est une image, c'est une caricature d'une image qui était déjà une caricature quand moi je le faisais. C'est le look le pénis qui te gêne? Oui, avant on disait poujaliste, maintenant on dit le pénis, c'est plus grave, quoi. Ça s'est passé comment le jour où tu as rasé ta moustache? Il n'y avait rien dessous, hein. Tu aurais préféré avoir le succès et l'argent que tu as aujourd'hui ou être le sosie de Thierry Lhermitte, par exemple? Ça me serait pas venu l'idée d'être le sosie de Thierry Lhermitte. Parce que je connais tous ses défauts à Thierry. Si tu devais te réincarner, tu préfères être réincarné en Woody Allen ou en Alain Delon? Oh, Woody Allen, bien sûr. C'est pas très amusant de jouer les jeunes premiers. Les rôles de jeunes premiers sont assez chiants à jouer. Tu crois que tu vas aller en enfer ou au paradis? Oh, je sais pas bien, mais ce qui me terrifie, c'est que quand je vois les gens qui sont persuadés d'aller au paradis, ça me fout un peu les glandes. Je veux dire, tous ces gens bien pensants, bien honnêtes, propres, ça va être terrible. En fait, les gens que j'apprécie se retrouveraient plutôt en enfer. Donc, Et si tu devais mourir, ton petit Arthur, si tu avais une seule chose à lui dire, ça serait quoi? pas trop de tristesse. Ouais. Je crois que ta caisse, à l'heure qu'il est, elle est plus là. Oui, non, je crois qu'elle a... Oh là là. Hein? Oh là là. C'est mort. Oui, je prends un taxi. Et maintenant, mesdames, messieurs, j'accueille notre premier invité de la soirée, Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, bonsoir. Donc, vous avez déclaré l'acteur est passé du muet au parlant et du parlant à la promotion. Là, par exemple, sur le film Oui Mais, j'ai tourné 2 semaines et je dois faire 3 ou 4 semaines de promotion. Oui, c'est plus long de faire la promotion que le film. Oui, quoi. mais enfin, Voilà. bon, c'est agréable. C'est moins aussi. fatigant en même temps. C'est agréable. Ah bon? Bon, on va voir. Ça dépend des émissions. Merci, Gérard Jugnot. Vous savez comment Il a on dit fait? ça à Vincent Perrault aussi. Ça folle pas non Vous plus. savez comment on fait? Oui, avec l'histoire de... Laurent. Je le fais pour Gérard. Donc, on va faire un petit peu de promotion. Le 18 avril sort un film qui s'appelle Oui Mais. Ah, c'est mon anniversaire le 18 avril. Oui, non, mais c'est surtout la sortie de son film, si tu veux. Oui, non, mais c'est aussi son Bon, anniversaire. C'est important. Pour ton anniversaire, va au cinéma. Oui, Voilà. j'irai voir, oui, mais... Bien. Alors, avec vous, bien sûr, et Émilie, puisque vous êtes là. C'est surtout Émilie Dequesne. Et Émilie Dequesne, qui est magnifique. C'est son 3e film après Rosetta et Le Pacte des Loups. Oui. Et cette Émilie Dequesne, elle est excellente. Elle se bonifie avec chaque film. Elle devient femme, en plus, non? Bah, elle était toute petite hein, quand Ah oui, elle a eu elle est sa un peu palme. bébé. Puis là, ça devient... Hein? Ouais, elle n'est pas encore tout à fait finie, c'est ça qui est bien. Non, c'est ça qui est bien. Il ne faut pas prendre ça comme une chose méchante. Non, je trouve qu'elle elle est à la fois très mature et puis en même temps toute petite fille. C'est vrai elle peut être tout à fait magnifique et puis tout à fait ordinaire. Elle a tout un... Alors, quand tas on de dit du choses. bien des gens, maintenant, on fait ça. Hein. Voilà. Voilà. C'est simple. Alors, c'est un film de Yves Lavandier, qui était un script doctor, ce qui veut dire qu'il réparait un petit peu les scénarios des autres. Et puis là, il a fait son film, son premier film. Oui, oui. Hein, il a fait beaucoup de courts-métrages avant. Vous voulez que je fasse le pitch? Donc, c'est Églantine, qui est jouée par Émilie Dequesne, qui est une adolescente de 17 ans, qui est encore vierge. Hein. Elle est sur le point de... C'est vraiment, on en est là, quoi. Hein. Et alors, elle est entourée d'une mère étouffante, d'un père... Un peu alcoolique aussi. Un peu alcoolique, d'un père absent, Oui. hein, parce qu'il prend un studio en ville, enfin, on voit bien que ça y est, quoi, il prend l'entangente, le vieux. Et puis d'un petit ami qui est très entreprenant. Oui, un peu rapide, oui. Très pressé, le garçon. très hein. pressé. Voilà. Donc, elle n'est pas très contente, ça se passe pas très bien, elle a les problèmes de l'adolescence. Et pour se libérer de tout ça, elle décide de suivre non pas une psychothérapie compliquée, mais une brève thérapie. Une brève thérapie, elle va voir un psy hors du commun, de toute façon c'est Gérard Jugnot, et vous appelez dans le film Erwan Meneur, vous lui faites une petite thérapie, très gentille, très sympathique, Oui. sans prise de tête. Oui mais, de Yves Lavandier, avec Gérard Jugnot et Émilie Dequesne. Alors, le film aurait pu s'appeler, enfin il a failli s'appeler Un ours avec un nez rouge. Ours parce que c'est vrai que c'est assez bienveillant, assez nounours quoi. Et nez rouge parce que vous faites preuve dans ce film, comme dans d'autres d'ailleurs, de beaucoup d'humour, un humour dévastateur, très ironique.
Vous analysez sa vie avec beaucoup de Oui, distance. parce que c'est pas uniquement l'histoire d'une thérapie et d'une aventure humaine d'Émilie, c'est aussi, Yves Lavandier profite de ça pour dépioter un peu, pour démonter nos jeux psychologiques, dont Oui mais, c'est un des jeux comme ça les plus joués sur la planète. Oui mais je ferais bien ça, mais j'irai dans l'émission d'Ardisson, mais... Mais il y a ma fille. Voilà, Ouais. tout ça quoi. Non, mais c'est très bien. Vous êtes un peu le psy, il est un peu cabot quand même. Oui, hein les cabots, parce que d'habitude, les psys, ça s'écrase, quoi. Et il Ouais. a surtout, c'est pour ça que Yves, je crois, m'a choisi, c'est qu'il voulait que le personnage n'ait pas une image traditionnelle du psy. Alors les dialogues sont assez finement ciselés, hein, Oui. c'est très bien écrit. C'est très intelligent. La phrase clé, c'est de dire est-ce qu'il faut attendre d'être malade pour aller mieux Et l'autre clé, c'est de dire la télécommande a changé les autres, ça marche pas. Donc il faut essayer de se changer soi-même Voilà. pour Change-toi avancer, toi-même, voilà. pour aller mieux. Commence par révolutionner ta tête avant de révolutionner le monde. Voilà. Alors ça s'appelle Oui mais, ça sort le 18 avril. Il y a une autre promo pour vous. Ah, vous n'êtes pas venu pour rien. Hein. Oui, là, C'est Meilleur Espoir Féminin, qui sort en cassette vidéo, en DVD. Vous savez Oui. comment on fait, hein? Comment on fait à chaque fois, hein? on fait ça. Ma fille. Tu as arrêté la grève. Ça me casse les couilles. Alors c'est l'histoire d'un père coiffeur à Cancale qui est désespéré de voir sa fille se lancer dans la carrière cinématographique. Et c'est un petit peu autobiographique en même temps, non? Non, c'est autobiographie. On part de choses comme ça qui nous touchent. Mais non, ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai fait Oui mais, je tourne avec Émilie Dequesne, dont c'est à peu près l'histoire. Meilleur Espoir Féminin, c'est quelqu'un qu'on a trouvé qui a eu d'un seul coup des honneurs formidables et qui est devenue une grande actrice. Sauf que les parents d'Émilie sont beaucoup moins tarés que les miens dans le film. Dans le film, papa, maman. Vous faites attention à ce que vous dites pour pas vexer André, c'est ça? Non, mais en plus, je me suis un peu pris le chou avec mon père, mais maintenant ça va très bien, il a accepté tout ça. Bon, mais très bien, on va en parler. Beaucoup d'emails me disant Thierry, moi j'aimais bien quand tu chantais Ma vie, est-ce que tu peux le rechanter? Ah. Pas tout de suite. Peut-être vers la fin de l'émission, mais pas tout de suite. C'est vrai que j'avais arrêté. Alors, vous êtes né en 1951, dans le 19e à Paris. Votre grand-père était boucher. Il a eu une conduite héroïque pendant la guerre. Il a refusé de faire du marché noir, son grand-père. Donc, évidemment, à la Libération, il n'avait plus de clients, puisqu'il n'avait pas de viande. Hein. Voilà. Quand vous dites que vous êtes nostalgique des promenades en brouette avec lui, il vous promenait vraiment dans une brouette? Mais où est-ce que vous avez lu ça? Non. C'est hallucinant. Il y a des trucs, il fouille, vous avez des enquêteurs. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette brouette, aujourd'hui? Elle est dans un musée, dans le musée de la là, brouette. voilà. Non, mais c'est vrai, c'est pas à la campagne, c'est normal de se promener dans des brouettes. Oui, tout de suite, je vois la plaisanterie à l'as, la brouette japonaise. Non, pas du tout, c'était sympathique. C'est pas le genre de la maison. J'ai beaucoup changé là-dessus. Hein. Oui, c'est la levrette. Qui n'est pas la femelle du lévrier pour lui. Non, moi ce qui me touche chez ce grand-père, c'est qu'il y avait à l'époque une émission qui s'appelait L'Homme des Vœux. Je sais pas si vous vous souvenez. Bartissol. Pour Bartissol, c'était un apéritif, il fallait découper la rondelle. La rondelle. On y arrive. La mettre dans son porte-monnaie. Et puis il y avait un type qui se promenait dans la rue, qui racontait des conneries. Et quand on disait vous êtes l'homme des vœux, on gagnait, je sais pas, 100 francs. Et puis si on avait des capsules, on gagnait 100 francs, plus 200. Et mon grand-père, qui habitait dans le Loiret, à Chuel, dans un endroit assez perdu, où il n'y avait aucune raison que l'homme des vœux passe, il avait dans son porte-monnaie 15 capsules Bartissol, et il n'a jamais rencontré l'homme des vœux. Et je trouve ça très joli. Votre père, vous êtes un peu empaillé avec lui, parce que c'est vrai qu'à un moment, tout le monde vous disait votre père est plombier, et en fait, il écrivait lui aux gens en disant non, pas du tout, je suis patron d'une entreprise de plomberie. C'est vrai ça? Il était directeur d'une entreprise de Directeur d'une entreprise de plomberie. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, André, on fait gaffe. Non, mais c'est vrai. C'est arrivé à beaucoup de gens qui ont réussi par la suite. Quand vous étiez petit, vous viviez dans un milieu assez modeste. Et vous dites, j'avais l'impression d'être un fils de prince enlevé par des bohémiens. C'est-à-dire vous n'aviez pas le sentiment d'appartenir à la famille dans laquelle vous étiez né. Tous les enfants sont comme ça. Quand on se prend le choix avec ses parents, on dit mais c'est pas possible, c'est pas mes parents. Mes parents sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus compréhensifs, beaucoup plus beaux, plus riches, plus je ne sais. Bon, c'est des trucs d'enfants idiots. Et dites-moi, l'histoire de la lapine pleine, c'est vrai ou c'est faux? Parce que moi, j'ai lu que votre père et votre mère avaient reçu pour leur mariage en cadeau de votre grand-mère une lapine pleine. Non, pas du tout. C'est pas mes parents. Non, mes parents... enfin, attends, je viens pas... C'est affreux, mes parents sont des gens... Sérieux, Non, j'ai connu quelqu'un comme ça qui
qui me racontait que pour son mariage, on lui avait offert, comme cadeau de mariage, une lapine pleine. Voilà. Parce que c'était juste après la guerre, ils étaient très pauvres, mais enfin mes parents n'étaient pas pauvres. C'était pas à ce point-là quand même chez vous. Non, ils étaient modestes et ils se sont élevés dans les choses sociales, ils sont arrivés à quelque chose de très bien pour eux. Comme mes parents. Voilà. Alors, vous dites en parlant de vos parents, j'aurais préféré qu'ils me donnent Molière ou Mozart, mais finalement ils m'ont donné la gourmandise et le cholestérol. Oui, voilà. Vous voulez vraiment me brouiller avec mes parents, leur faire Non, de la peine. André, je te jure, ça, non, mais ça se Leur termine faire de bien. la Non, peine. l'interview se termine bien parce qu'après vous êtes réconciliés, il y a plein de Oui. trucs positifs sur André, donc il n'y a pas de souci, Et en vous plus, inquiétez je trouve pas. que moi, parfois, une bonne terrine que fait ma mère admirablement, c'est aussi bon que Mozart. C'est vrai qu'à l'adolescence, comme beaucoup d'adolescents, vers l'âge de 18 ans, vous étiez très révolté. Et vous écriviez sur les murs de votre chambre, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Non, c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais comme tous les enfants, tous les adolescents qui ont des crises. Oh non, pas tous. Pas toi? Non, non, moi j'ai eu des parents sympas. J'ai pas eu. Mais Toi, tu les appelais les Thénardier, quand même. Non, mes parents sont très sympas et je leur dois beaucoup de choses. Non, mais c'était le thème du film que j'ai fait Meilleur Espoir, c'était de dire, voilà, tous ces conflits, toute cette incompréhension, peut-être, si ça se trouve, c'est de l'amour. Vous êtes parti de tout le monde n'a pas la chance d'être né orphelin, puis après ça s'est arrangé, le temps aidant, on se rend compte qu'on doit des choses à ses parents, et vous dites aujourd'hui, je me trouve en train de répéter à mon fils des phrases entières, comme disait mon père, et que je trouvais connes à l'époque. Oui. Mais là, vous parlez que de mon père, mais ma mère est très importante. Ben, attendez, on va en parler, hein. C'est la deuxième partie de l'émission. Mais ça a eu un intérêt pour vous, cette névrose précoce, parce que ça vous a dirigé vers la création artistique d'une certaine façon. Peut-être qu'il n'y avait pas eu cette rébellion contre votre famille, peut-être vous n'auriez jamais créé. C'était pas que contre ma famille, c'était contre j'avais peur de m'ennuyer, quoi. J'étais un garçon très, très timide, donc je pense que le spectacle, c'était une manière de faire briller un peu tout ça et de sortir, d'avoir des colonnes, de faire partie de ce tout Paris qui chante et qui rit. Bien, alors... Vous commencez par faire un court-métrage qui s'appelle Gagose, et c'est l'histoire d'un type qui voit toujours le côté marrant des choses. Hein? Non mais Gagose, c'est énorme, c'est l'histoire d'un mec qui imagine une connerie à partir de chaque chose qu'il voit. Oui, finalement, c'est la définition de la comédie. Oui, c'est une espèce de névrose, comme ça, de voir de voir le mauvais côté des choses, puis de les transformer, comme ça. Je me souviens, il y avait un enterrement, puis il essayait de vendre des farces et attrapes pour dans cette église. Alors, il y avait le calice baveur, il y avait l'hostie élastique, il y avait le tabernacle à Arçon, enfin bon, tout un tas de conneries comme ça. C'était la grande époque. Les hosties au poivre, tout ça, oui. L'époque de la tache d'encre sur la moquette. Voilà. Ouais. À une communion, j'ai eu un cousin qui a mis une fausse merde de chien, comme ça, très bien imitée, sur la table, et ça, j'ai trouvé ça formidable. Ouais. Une espèce d'intrusion de la début d'une vocation. Ah oui, ça, je crois que c'est ça qui m'a fait... Ça a fait faire... De là à en tourner, il y a quand même... Ah, il se rebiffe, le Buffy, là. Dès l'âge de 14 ans, vous commencez à faire des films, alors en Super 8. Ouais, en double 8 à l'époque, c'était double 8. Plumfinger, c'est une parodie de Goldfinger. C'était assez bien, c'était drôle, c'était une comédie. Ouais. Vous savez, il y avait un gag assez pétrifiant où on me torturait avec une lampe à souder, on me brûlait les pieds, et alors il y avait un plan sur les pieds, comme ça, et puis on remontait, et j'avais de la fumée qui sortait par la bouche. C'était... Alors, votre vocation prend son élan au lycée Pasteur à Neuilly, quand vous rencontrez l'Ermite, Clavier, Michel Blanc, vous écrivez des sketchs qui deviendront le fond des premiers spectacles du Splendide. Hein. Alors, l'aventure du Splendide, on en a parlé la semaine dernière ici, avec votre ami Thierry Lhermitte. Oui, j'ai vu, là. Hein? Thierry comment? Thierry Lhermitte, enfin Thierry Teil, en fait, son vrai nom, Thierry Teil. Alors, dans notre série donc consacrée au roi du rire, après Thierry Lhermitte, on a Gérard Jugnot. Alors, il nous a parlé de vous. Alors là, je vais faire Magnéto Serge. Ce que je voulais dire d'abord, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email en me disant j'ai un chien qui s'appelle Magnéto Serge, et chaque fois que tu fais Magnéto Serge, le chien sursaute. Donc je suis absolument désolé. À l'époque de Pasteur, vous avez eu des relations homosexuelles avec Gérard Jugnot? Oui, enfin, obligé de le. Mais c'est vrai que récemment, vous avez décidé de faire un petit essai tous les deux à nouveau ensemble. Il veut pas. Ah voilà. bon. Voilà, le problème, c'est qu'il veut pas. Ouais. Voilà. C'est voilà. Moi, je pense qu'il faut. Rien n'est perdu. Je te le dis, Gérard. Ouais, la caméra. Je te le dis, Gérard. Je suis encore là et je crois que je t'attendrai toute ma vie. Et voilà. Une belle histoire d'amour. Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte. Voilà. Donc il vous a lancé un appel.
Et ça, votre père ne le savait pas. Non, on s'est enfilé une fois au théâtre. Dans un spectacle où on faisait un numéro de main à main. Et d'ailleurs, c'était moi l'actif. Et voilà. Ce qui est dit est dit. Donc voilà, je dis ça. Immédiatement, ça va être repris. On va diffuser pas déformé. On va diffuser à Christian Clavier la semaine prochaine. Voilà, c'est la chaîne de l'amitié. Christian se caressait en nous regardant. Voilà. Si vous êtes content. Alors, bon, ça, votre père ne le savait pas. Non, il vaut mieux qu'il ne le sache pas. En revanche, quand vous vous lancez dans la carrière, il vous dit que tu es un futur clochard. C'est vrai qu'après le grand-père Boucher, lui, patron de PME, d'un seul coup, il avait l'impression que vous ne continuiez pas cette ascension sociale qui était celle de la famille Junio. Non, enfin, je crois que la grande inquiétude de mon père, qui, lui, avait travaillé toute sa vie pour arriver à une belle situation, comme on dit, il avait peur que moi, je travaille toute ma vie pour ne pas avoir de situation. Ça peut arriver, vous auriez pu finir à Rissorangis. Voilà, ouais. Donc c'est vrai que la première fois que je lui ai ramené, j'étais tout fier, j'ai ramené la fiche de paye artiste de complément, le mot complément l'a anéanti, quoi. Oui. Mais bon, j'avais 20 ans. Bon, ben ça nous ramène justement à Meilleur espoir féminin, qui est un peu un film autobiographique, comme je disais tout à l'heure. Alors, quand il y a eu la promo du film, votre père, il était complètement rassuré parce qu'un soir, vous l'avez invité à dîner avec Michel Drucker. C'est Michel Drucker qui l'a invité. C'est Michel Drucker qui a invité votre père. Je me souviens très bien, c'est qu'il a appelé, Drucker a appelé à la maison, il est tombé sur ma mère, Odette. Parce qu'il faut quand même parler d'elle, c'est vrai. Mais attendez, je vous ai dit que c'est la deuxième partie de l'émission. C'est elle qui m'a donné aussi la force, qu'elle était beaucoup plus positive que mon père. Ouais. Mais donc ma mère a dit à mon père, tiens, Michel Drucker nous a appelé pour nous inviter à dîner, et il l'a envoyé chier en disant, comment veux-tu que Drucker appelle, Et donc j'étais obligé de dire à Michel de rappeler mon père pour qu'il le croie. Voilà, donc il est allé dîner avec Odette, c'était du dîner aussi. Ouais. Odette, André, Gérard, Mimi, toute la bande, donc tout le monde est allé dîner. Et alors là, quand il a vu que Michel Drucker vous tutoyait, là, il a dit c'est gagné. C'est une espèce d'aboutissement. Mais là, quand il va voir que je me moque de ça, que vous vous moquez de moi, Mais pourquoi il vient pas avec vous de temps en temps, André, dans les émissions? Foutez-lui la paix. C'était l'interview papa-maman. Le pire est à venir, Gérard Jugnot. Oui, Le pire est à venir. Je vous ai concocté une petite interview pour vous spécialement. Voici l'interview Alerte Rose. Voilà. Laurent Baffy ne bouge plus pendant le jingle et c'est très bien comme ça. Voilà, Baffy, pas bouger. Alors allons-y. Le lieu idéal pour faire l'amour. Michel Rocard, il a répondu tout de suite, lui. Moi, je pense qu'un lit, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il a répondu. Il y a quelqu'un dans le public qui a dit avec Thierry Lhermitte. Une réputation, vous, maintenant. Non, nous, on fait ça dans les chiottes avec Lhermitte. Bien. Le lieu, pour vous, où il serait absolument impossible de faire l'amour. Je dirais dans un endroit public. Ouais. Bon, oui. Pourtant, je t'ai vu une fois. Oui, mais non. C'est fini, ça? Bien, alors attention, là c'est beaucoup plus complexe. Est-ce que vous avez besoin de faire l'amour pour aimer ou d'aimer pour faire l'amour? D'aimer pour faire l'amour. Ah bon? Très féminin, oui. Ah ouais, vous pouvez pas faire l'amour comme ça sans aimer. Peut-être que sa femme regarde aussi. Peut-être que cet homme n'est pas... C'est vrai, c'est une explication. Parce que je l'ai vu choper aussi, donc c'est pour ça. Alors voilà. Non mais attendez, c'est un jeu de l'esprit, ça n'a rien à voir avec votre épouse, c'est un jeu de l'esprit. Bien vraiment. sûr, oui, bien sûr. Tout à fait. Est-ce que vous préférez une femme qui baise bien mais qui est infidèle ou une femme qui baise mal mais qui est fidèle? C'est le choix de Sophie, non ça... Non, Sophie n'a rien à voir avec Je préfère une femme fidèle et qui baise mal parce qu'on peut toujours apprendre. Voilà, on peut lui apprendre, exactement. Ouais. Bonne réponse. Et puis en plus, si elle baise mal, c'est peut-être que moi, c'est peut-être... Parce que Michel Rocard a répondu aussi. C'est peut-être de ma faute. Oui, je suis très ami avec Michel Rocard. Vous êtes sur la même ligne politique avec Rocard, c'est marrant. Est-ce que vous préférez qu'elle vous quitte pour un homme ou pour une femme? Oh, tant qu'à faire pour un homme. Ah oui? Oui. Vous ne seriez pas moins jaloux si c'était une femme? Non, je serais interloqué. Mais pourquoi pas? Dans un couple, vous préférez tout se dire ou rien se dire?
T'as le droit de faire ça. Hein. Mais non oui, cher, c'est tout ça. C'est un problème de moyenne, de milieu. C'est entre les deux. C'est entre toujours. tous dire et rien savoir. Quoi. Mais oui, on peut se dire certaines choses, pas tout. Ah oui, d'accord. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. En même temps, il faut se dire, il faut être sincère. Surtout comme tu es. Est-ce qu'embrasser, c'est tromper? Ça dépend ce qu'il y a dans la tronche. Parce qu'au cinéma, on embrasse d'autres filles. Oui. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Mais quand on dit couper, que tu as encore ta langue dans la bouche de la fille. Je fais peu ça, moi. J'ai la chance, j'ai peu de scènes comme ça. Alors embrasser, ce n'est pas tromper. Allez, voilà. Tu l'as fait. Pas tromper. Ah non. Tu l'as fait. C'est parce qu'il l'a fait. Bon, dernière question. Est-ce que sucer, c'est tromper? Tu l'as fait aussi. Sucer ou se faire sucer? Se faire sucer, en l'occurrence. Ah, je vous laissais, là, parce que là, là, vous êtes en train de sympathiser, j'aurais pas... Lolo Gérard, est-ce que se faire sucer, c'est tromper? Clinton, lui, par exemple, il dit que non. Ça dépend par qui. Ah oui, d'accord. Et j'accueille maintenant Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, bonsoir. Vous êtes ici pour votre 8e long métrage comme réalisateur comédien, Monsieur Batignolles. Avec vous, donc, comme acteur, le petit Jules Citruc, Michel Garcia, qui est excellente, Jean-Paul Rouve, qui est encore plus excellent, qui est vraiment une révélation, enfin, dans ce film, en tous les cas, et Alexia Portal, voilà. Alors, ça se passe pendant l'occupation. C'est l'histoire d'un charcutier parisien, sans grande conscience politique, et qui prend son destin en pleine gueule à travers l'irruption d'un enfant juif dans sa vie. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le pitch, c'est-à-dire qu'on résume le film en 3 phrases. En fait, on peut aller un petit peu plus loin, on peut dire qu'on est en juillet 42, dans Paris occupé, il y a des queues devant les commerces, Monsieur Batignolles donc est charcutier, il se pose pas de questions, et puis un jour tout bascule, ses voisins du dessus, les Bernstein, sont arrêtés et dénoncé par le beau-fils de M. Batignolles, Jean-Paul Rouve, donc, qui s'appelle L'Amour dans le film, qui est un parfait collabo. Voilà. Alors les Batignolles s'installent dans l'appartement des Bernstein, ils vont chez eux, ils s'installent, ils se mettent à leur place, et ils commencent à fricoter avec les Allemands. Et puis un jour, le petit Simon, le fils Bernstein, revient, il sonne à la porte pendant qu'il y a une fête où il y a où il y a les Batignolles et les Allemands. Alors vous, quand vous le voyez, vous êtes emmerdé, quoi. Vous avez envie qu'il s'en aille, c'est un petit peu comme un chien qui vient gratter à la porte, quoi. Vous vous dites, est-ce qu'il pourrait pas se casser, ça serait mieux. Puis comme vous voyez ce gosse qui est là, qui est tout à fait touchant, vous décidez de le garder, vous décidez de le cacher. Vous l'avez vu le film? Ouais. Vous êtes sorti de la salle avec les yeux un petit peu rouges et je savais pas que le masque de fer pouvait pleurer. Ah, vous savez qu'il y a un cœur sous le costume noir. Oui, ça m'a beaucoup touché. Ouais, non, c'est vrai, c'est très touchant ce film. Oui. Alors là, on va s'arrêter parce que sinon ça va recommencer. Faites-moi le moment. Il y a plein de moments forts dans le film, notamment le moment où le petit Simon Bernstein revient et tape à la porte et trouve cette fête. C'est vrai que ce que vous racontez, la scène qui est le pitch, quoi, qui est le point de départ, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un petit peu lâche même dans la collaboration. Oui, c'est pas un très bon collabo non plus. C'est un petit bras, oui, il est vraiment faible, quoi. Au moment où il commence à s'installer comme ça dans la compromission, il a mis son honneur dans sa poche avec son mouchoir dessus, on sonne à la porte et c'est ce petit garçon qui vient pour être sauvé, qui finalement va le sauver lui. Ouais. Et c'est ça que je trouve très joli. Il y a aussi un moment très fort, c'est vers la fin du film, devant un policier collabo, vous faites passer pour juif. Non, je dis ça parce qu'il y a une scène dans le Kassovitz, dans Amen, il y a une scène où à un moment, Ricardo Fontana, qui est joué par Mathieu Kassovitz, qui est donc un ecclésiastique, il est devant le pape et il se met une étoile jaune. Et c'est très intéressant de voir que 2 films qui sortent au même moment, finalement, à un moment ou à un autre, le héros qui n'est pas juif se met vraiment à la place des juifs. On va vous dire beaucoup de films sur le sujet en ce moment. Ben oui, c'est même ma terreur. J'ai peur que les gens en aient marre du sujet. Enfin, en tous les cas, moi j'ai vu les 2 et je dis aux gens d'aller le voir parce que c'est pas parce qu'il y a 2 films sur la même époque qui sortent en même temps qu'il faut pas y aller. C'est une époque intéressante, c'est une époque où chacun a eu à se déterminer. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus facile. À l'époque, il fallait savoir de quel côté on tombait. Ou... Oui, non, moi ce qui était intéressant dans le sujet, c'était... Bon, on a beaucoup traité ça, il y a beaucoup de films. Moi j'ai été gavé de ça et
j'ai trouvé ça très passionnant. Mais c'était de parler du point de vue de la majorité silencieuse, les 80% qui n'étaient pas informés, contrairement à d'autres, qui étaient même désinformés, et se dire, voilà, c'était l'histoire d'un mec qui, à la fin de la guerre, aurait pu dire, on ne pouvait pas savoir, on ne savait pas, ben non, là, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire je ne savais pas, Il ne peut pas dire ça. Cela dit, à notre époque, on sait beaucoup de choses et on ne fait pas non plus grand-chose. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait 10% de salauds, de collabos, 10% de résistants, de héros, et 80% de la population qui était un peu comme M. Batignolles au début du film. Quoi. Oui, et puis surtout, c'était quand même très troublant. Batignolles, il a 50 piges, c'est mon âge. En 42, il a fait 20 ans plus tôt 4 ans de guerre contre les Boches, comme il dit, et il a fait la guerre de 14. C'est Pétain, le grand sauveur de... Enfin bon, tout ça est très compliqué. On a essayé de ne pas être dans le manichéisme, d'essayer surtout de retrouver quelque chose de ce que devait être cette vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un coup de feu tiré, mais il y a, il me semble, une grande tension, une grande violence, et puis surtout, il y a aussi de l'espoir. Et je crois que c'est ça qui me plaît, c'est peut-être là où le film... Gérard, rassurez-vous, c'est un beau film. Non mais c'est normal, il est inquiet, ça sort mercredi. Oui, je suis très inquiet. Mais en plus, tout le monde dit que c'est mon meilleur film, alors bien. Il y a eu peu de films qui parlent de ça, faits par des non-juifs. Ouais. Et puis en plus, c'est un film qui est tout à fait actuel, parce qu'aujourd'hui, en France, il y a une vague peut-être pas d'antisémitisme au sens où on l'a vu dans les années 30, mais il y a une judéophobie certaine, je veux dire, ne serait-ce qu'à cause de Ben Laden, qui est devenu une star des banlieues. Et c'est vrai qu'on recommence en France aujourd'hui à voir des étoiles jaunes peintes sur des magasins. Donc je veux dire, ce film finalement n'est pas si inactuel que ça. Et en tous les cas très nécessaire compte tenu de ce qu'on voit tous les jours. Le problème de la tolérance, il est aussi là. Et puis, mais c'est pas parce qu'on fait ce film-là qu'il faut aussi accepter ce qui se passe en Moyen-Orient, et en Palestine. C'est très compliqué. Tout ça, c'est un gros bordel, quoi. Alors en fait, le personnage de Batignolles est inspiré par votre grand-père, même s'il n'a pas vécu la même histoire. Disons qu'au départ, le point de départ, c'est votre grand-père, Pépé Jo. Quand on écrivait avec Philippe Lopez, je disais, tiens, il y a mon grand-père qui était boucher, donc on a fait un charcutier, c'était plus rigolo par rapport au petit garçon qui ne mange pas de cochon. Et puis par rapport à mon interrogation théologique fondamentale, qui est comment un Dieu peut interdire à ces créatures de ne pas manger d'oreillettes. C'est quand même un truc que je me C'est bon, moi tu m'as donné envie d'aller le voir, c'est bon. C'est bon. Alors c'est marrant parce que chaque fois que Gérard Jugnot vient dans cette émission, on parle de son grand-père. Magnéto, Serge. Alors vous êtes né en 1951, dans le 19e à Paris. Votre grand-père était boucher. Il a eu une conduite héroïque pendant la guerre. Il a refusé de faire du marché noir, son grand-père. Donc évidemment, à la Libération, il n'avait plus de clients, puisqu'il n'avait pas de viande. Hein. Voilà. Quand vous dites que vous êtes nostalgique des promenades en brouette avec lui, il vous promenait vraiment dans une brouette? Mais où est-ce que vous avez lu ça? C'est hallucinant. Il y a des trucs, il fouille, vous avez des enquêteurs. Non mais c'est vrai, c'est pas à la campagne, c'est normal de se promener dans des brouettes. Alors on a beaucoup changé tous les deux. C'est pas moi. C'était pas moi. Ouais. Vous avez interviewé mon cousin. C'était il y a combien de temps ça? Il y a un an. Ouais, il y a un an, voilà, c'est ça. Et alors, votre grand-père qui était boucher, qui n'a pas fait d'affaires pendant la guerre, sa femme le lui reprochait. Oui, non, mais parce que c'est ce qui se passe dans le film, là. Oui, C'est-à-dire que la femme de Batignolles, elle est vachement contente d'aller dans l'appartement des Bernstein, ça fait 200 mètres carrés, ils habitent dans une soupente. Hein. Bah oui, il y a une revanche sociale. Ouais. Et puis bon, c'est vrai que les Bernstein sont assez aisés et puis un peu méprisants, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est pas parce que les gens sont victimes qu'ils sont zéro faute. Ouais. Donc c'était marrant de les situer, comme Jean-Paul Rouve qui fait Pierre-Jean Lamour, qui a un rôle de d'aigri, de raté, d'écrivain raté, il est même critique raté, il faut quand même le faire. Et donc, je sais pas ce que je voulais dire, je suis très fatigué là. Non, on a très bien compris. Non, mais je vais continuer à en parler. Non, ce qui est si tu veux, c'est un film, moi que. Je suis en train de craquer là, Qu'est-ce qui se passe, Gérard? C'est un problème de promotion, Va jusqu'au bout et on va craquer ensemble après. C'est un problème de promotion. J'aime ce film, je voudrais qu'il marche, s'il vous plaît. L'avantage de ce film, c'est qu'on peut vous voir de nouveau avec la moustache. Ça fait une paye qu'on vous n'avez pas vu avec cette petite moustache. C'est une moustache très différente. Une moustache 1930, très soignée. Toi aussi, tu veux revoir Gérard Jugnot avec la moustache. Appuie sur le 1. Exactement. Va voir Monsieur Batignolles. Le voilà, en image. Ah ouais, c'est vrai. C'est une fausse moustache. C'est quand même formidable, cette histoire de moustache. On en parle souvent. Hein. Mais attendez, il a une moustache, talent. Plus de moustache, pas de talent. Il y a un truc que je ne savais pas, que j'ai appris en préparant cette interview, c'est qu'en fait, vous avez été pendant le service militaire au contre-espionnage
Mais ça, je ne peux pas en parler. Non, mais attendez, c'est un secret. Et alors, J'ai signé les papiers. Non, Junio, c'est du contre-espionnage. il s'est laissé pousser la moustache au moment du contre-espionnage. Absolument. Ouais, je faisais j'étais chauffeur militaire à la DSM, Direction de la Sécurité Militaire, là où il y avait les écoutes. Et moi, j'ai un souvenir magnifique d'un plan comme ça, on aurait pu faire. Il y avait les mecs qui étaient en train d'écoute, et puis il y avait à la télé Giscard qui disait il n'y a pas d'écoute téléphonique en France. C'est tout ce que je peux dire. Le reste. Toi, tu faisais quoi dedans? J'étais chauffeur. Il était chauffeur. Mais on faisait des filatures. D'où la moustache. J'étais en civil. Ouais. Et comme j'étais en civil, j'ai mis la moustache pour passer inaperçu. Ouais. Et on faisait des filatures. On avait des 304, mais on filait des Mercedes. Donc on n'allait pas loin, quoi. Mais c'était assez marrant. Comment tu m'as déçu? Et c'est Lecomte qui vous a fait couper cette moustache pour quel film? Tandem, non? Pour Tandem, oui. Tandem, magnifique film aussi. Ouais. Alors, vous remarquez qu'on n'a pas parlé de vos parents ce soir. Parce que d'habitude, on fâche Junio avec ses parents. Non, mais il raconte des conneries. Après, Non. mon père me dit mais qu'est-ce qu'il a dit encore? Non, ce soir, pas d'histoire avec Odette et André. Pas de conneries ce soir. Hein. Mais moi, il a imité ma mère avec l'accent pied-noir alors qu'elle ne l'a pas du tout. Ça, c'est les clichés franco-français. C'est comme les mecs qui me disent Gad, t'es marocain. Je dis ouais, putain, j'adore le couscous. De quoi tu me parles? Gad. Et moi, je dis jamais Gérard, t'es français. J'adore le camembert, putain. Non, moi je suis parisien. Ouais. Rive gauche. Les Parisiens du Rive Nord gauche. ou du Parisien Sud? du Nord, gauche. ouais. Ok, rive gauche. Paris gauche. Vous m'avez trahi quand ça. Parisien du Nord. Alors donc, on n'a pas parlé de vos parents là pour le moment, on n'a pas parlé d'Odette, on n'a pas parlé d'André, mais on pourrait dire quand même une chose. Non. Une petite chose. Autant Odette est positive et même naïve un petit peu, on pourrait dire, sans la vexer, autant André, il est rabat-joie. Non mais c'est vrai, hein. Mais vous ne les connaissez pas. Il me dit un truc, hein. Ta mère, elle est comme ça, comme s'il avait passé 8 ans avec eux. C'est pas vrai, vous la connaissez vos pas. Vos parents, ils ont dîné avec Michel Drucker, d'accord? Oui. C'est Michel qui me l'a dit. Non. Je dirais pas ça. C'est Michel. Gérard Jugnot, bonsoir. La promotion de Monsieur Batignolles avec Gérard Jugnot. Bienvenue Gérard. Là, Pascal Obispo, Patrick Bruel. Ah, il ne faut pas me lancer sur Drucker, hein, ça je vous dis. Bien. Donc non, mais voilà, je vais vous dire où je vais en venir, ce sera plus simple. Voilà. C'est que vous êtes. Je voudrais que vous retourniez votre fiche. Voilà, c'est ça. Vous êtes bien presbyte, c'est ça que je voulais savoir. Ouais, j'ai écrit gros. Parce qu'il n'a pas de lunettes, il nous fait le côté. C'est écrit gros. Oui, c'est écrit gros. Non, mais. C'est écrit gros et en plus. Non, ça, vous savez quoi? C'est mon côté Julien Lepers, ça, comme ça. Non, mais vous êtes terriblement pessimiste à cause de votre père. Non, je suis pas pessimiste. Mais si. Enfin, c'est dément, ça. C'est vrai que je suis un peu attiré vers le noir, c'est pour ça que je fais des conneries et du rire. Vous êtes attiré vers le noir, oui, c'est la faute faute à un André. soucieux qui veut être insouciant comme toi, je suis sûr. Moi, tous les comiques. Non, vous avez dit, par exemple, l'humour, c'est comme les essuie-glaces. Dans la pluie du malheur. Ouais. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Mais ça permet d'avancer. C'est bien, non? Moi, je trouve ça assez une belle joli. Phrase. C'est beau, hein? Il y en a une autre aussi qui est très très belle. Dans ma vie. J'ai fait 2 phrases. L'autre, dis l'autre. Je vais dire la deuxième. J'ai fait celle-là et l'autre. C'est vrai. L'autre, c'est la vie, c'est comme une boule de flipper. C'est pas lui, ça. Il faut faire durer. C'est Corinne Charby. Il faut faire durer la boule le plus longtemps possible, mais on termine dans le trou. Oui, mais je pense que Guy Béard l'a dit aussi. Ouais. C'est vrai, il a dit ça, Guy Béard. Dans une chance. Il est drôle, ce Guy Béard. Hein. Ouais. Gérard Jugnot, vous allez avoir droit à une interview jugement dernier, mais avant, j'accueille l'acteur de votre film, Jean-Paul Rouve. Yeah. Jean-Paul, je suis tellement content. Mais Jean-Paul Rouve, vous êtes excellent dans ce film. Voilà. Merci. Et voilà à quoi vous avez droit. La vache. Un triomphe romain. c'est énorme. Le groupe d'autostoppeurs. Voilà. Ils auraient pu faire ça. Ça aurait été drôle, ça, tu vois. Drôle, je ne sais pas, mais... Jean-Paul, vous restez avec nous, mais d'abord, Gérard Jugnot, interview, jugement dernier. Ça fait peur. Gérard Jugnot.
As-tu volé de l'argent dans le porte-monnaie de ta maman quand tu étais petit? Jamais. Jamais. Mon cul. Jamais. Ah bon. Il n'y avait pas d'argent dans le porte-monnaie de maman. Ah, ça c'est une chose. Gérard Jugnot, as-tu enfermé des élèves de sexe féminin dans les cabinets de l'école? Malheureusement, non. Non. Sexe masculin? Masculin, oui. Gérard Jugnot, t'es-tu tripoté dans les chiottes du lycée avec des copains? Oh, ça m'est arrivé, oui. Mais il n'y avait pas de copine, Je peux rien, laissez-moi. Gérard Jugnot, tu vas rentrer au paradis si tu te repens. À l'époque, dans les chiottes du lycée, avec tes copains, y a-t-il eu pénétration? Oh non, non. Mais hors de question. Gérard Jugnot. Hors de question. Enfin, écoutez... pénétration. Ne dis pas. Je ne mange pas de ce pain-là, si je peux me permettre l'expression. Gérard Jugnot. C'est du pain bi. Gérard Jugnot. Oui. Pendant tes vacances à Royan, t'es-tu masturbé en pensant à Annette? Putain, mais comment il sait? Pas la... mais sans doute, oui. À mort. À mort. Gérard, regrettes-tu d'avoir été aussi lourd dans ce club de vacances en Tunisie pour obtenir de cette malheureuse ta première pénétration? Attends, je me souviens pas. Je me souviens pas, mon père. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Regrettes-tu d'avoir été aussi lourd pour obtenir de cette malheureuse? J'ai pas été lourd, j'étais léger. Gérard, balance parce qu'elle est là, je l'ai vu. Attends, c'est la destinée ici, je te jure. Gérard Jugnot, tu as fumé ton premier pétard aux USA avec Clavier et l'Ermite. Souhaites-tu la même chose pour ton fils Arthur? C'était pas le premier, mais c'est quasiment le dernier parce que j'ai eu des hallucinations. C'était très fort, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. J'ai vu des mecs avec des canonciers sortir des taillis et j'ai hurlé, méfiez-vous. Non, c'est atroce, non. Ah, non. Non, je touche pas à ça, moi, je suis trop fragile. Gérard Jugnot, tu n'aimes pas les hallucinations? Non. Tu as tort. Non. Gérard Jugnot. Oui. As-tu déjà profité de ta notoriété pour séduire? Pas assez. Mais j'avais des sosies qui s'en servaient à ma place, oui. As-tu déjà profité de ta notoriété pour demander aux femmes des choses contre nature? J'ai pas osé, mais j'aurais dû. Ah oui. Maintenant, c'est un peu tard. C'est un peu tard, mais... Gérard Jugnot. Il me fait peur, hein. Ah ouais, mais il fait peur. As-tu prétexté une migraine pour échapper au devoir conjugal? Non. Gérard Jugnot, as-tu déjà fait l'amour sans réel Ah, désir de procréer? Tout le temps. Gérard Jugnot, as-tu déjà trompé ta maîtresse? Non. Gérard Jugnot, Monsieur Batignolles, mercredi, dans un cinéma, près de chez vous, mesdames, messieurs. Bien, alors Jean-Paul, qu'est-ce qu'on peut dire? Sauf que peut-être vous êtes abonné au rôle de salaud toute votre vie maintenant. C'est ce qu'on me dit là. Et je me suis pas posé la question en le faisant en fait. Vous faites tellement bien le salaud, mais vraiment une ordure. Mais je suis une bonne salope dans la vie. Quoi. Ah ouais, non, mais on vous détesterait là, ça franchement. joue pas mal, quoi. Ça joue pas mal. Comme je suis une bonne ordure, quoi. Ouais. Ça m'a fait plaisir parce que quand même c'est des jeunes qui montent et donc là maintenant il est grillé. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, là, c'est sûr, voilà, tu l'as niqué, lui, oui. C'est fait ça. Alors, comment fait. ça s'est passé avec lui? C'est une révélation vraiment, hein. Je suis pas le seul à le C'est dire. un bon acteur. Ouais, bon acteur, très bon acteur. Ça crève les yeux. Gérard, on va vous laisser filer parce que vous avez une avant-première. Oui. Il y a des milliers de gens qui vous attendent en applaudissant depuis 3/4 d'heure. Absolument. Et franchement, ils sont Milliers, crevés. ça veut dire 10, hein, c'est ça? Oui, 10. En euros. Ah oui, d'accord. Gérard, merci d'être venu. C'est moi. Et je vous dis d'aller voir ce film, franchement, c'est formidable. Voilà. J'accueille maintenant Gérard Jugnot. Gérard Jugnot.
Gérard Jugnot, ouais. Ils sont tous debout, hein, bravo là. C'est bien. Gérard Jugnot, bonsoir. Bonsoir. Donc je vous présente Marcella Yacoub, qui est chercheuse au CNRS. Jean-Marie Rouard, qui est académicien. C'est assez haut de gamme. Ah, c'est très haut de gamme ici, oui. Et là, en plus, ils vont finir ensemble. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'ils se sont rapprochés. Ouais, ils se sont opposés pendant un moment, mais là, ils commencent à parler. Il est très bien. Moi, je connais bien Jean-Marie, Marcella, depuis des années. C'est un garçon formidable, génial. Pas très fidèle, bien sûr, mais bon. Il aime trop les prostituées. Oh! Bien. Gérard, bonsoir. Vous arrivez du théâtre où vous jouez tous les soirs État critique de Michel Linglinet, Théâtre Fontaine. Oui. Ça se passe bien? Très bien. Oui, de mieux en mieux. Bah oui, parce que j'ai l'impression qu'après ceux qui voulaient voir Gérard Jugnot en chair et en os sur une scène, surtout maintenant il y a les vrais théâtreux qui viennent, quoi. Oui, non, parce que la pièce, c'était pas évident de gagner avec un truc comme ça. Je joue un académicien. Sainte-Beuve a fini académicien, pistonné par Hugo, après l'avoir fait cocu d'ailleurs. Qui n'était pas rancunier, oui. Non. Mais non, c'était assez difficile à vendre parce que c'est l'histoire de Sainte-Beuve, il y a Hugo qu'on ne voit pas, Adèle Hugo, Jugnot, tout ça, ça se mélange. C'est assez bien une pièce en costume. Et puis en fait, c'est une pièce très, très simple et très belle et très drôle. Moi je l'ai vu, j'ai passé une soirée délicieuse. Voilà, je le dis, c'est rare que je m'engage, mais j'ai trouvé ça très bien. Il faut dire comme vous êtes, c'est rare. C'est bien de noter. Merci. Alors, non mais c'est vrai. Alors faites le pitch, tiens. Oh la vache. Ah là là là. Puis attention, parce qu'il est académicien, il connaît Sainte-Beuve, lui. Hein. Oui, non, c'est l'histoire de... C'est un Salieri de la littérature. C'est quelqu'un qui s'aperçoit un jour que, comme on s'aperçoit tous, qu'il y a un type qui est génial et que nous, on est simplement dans la moyenne. Voilà. C'est un type qui a 12, alors qu'au-dessus de lui, il y a Victor Hugo qui casse-couille parce qu'il a 20 sans travailler. Alors donc, pour essayer de lui voler un peu de son talent, il va lui voler sa femme. Voilà, exactement. Et alors le Victor Hugo, je ne savais pas, Jean-Marie, j'imagine que vous le savez, il harcelait sa femme sexuellement. C'est-à-dire que Sainte-Beuve, Gérard Jugnot, est en bas avec elle en essayant de la draguer, évidemment, du début à la fin de la pièce. Et alors on entend des coups tapés comme ça du premier étage, et ça veut dire qu'il a envie. On y retourne. Il a envie, Victor. Donc sa femme monte en 4e vitesse, abandonnant ce pauvre Sainte-Beuve. C'est une fantaisie historique, mais enfin, c'est fondé sur des faits réels. La nuit de noces a été épouvantable. Il s'était retenu pendant très longtemps et il l'a honoré 9 fois, je crois. 9 fois? Ce qui est terrible. 9 fois, c'est terrible. Ouais. On connaissait sa vie sexuelle, qui a d'ailleurs été très longue, puisque, vous savez, d'ailleurs, il l'a noté dans son journal. Il y a un moment, à la fin de sa vie, à chaque fois qu'il couchait avec une femme dans la journée. Il y a d'ailleurs cette fameuse anecdote, vous savez, quand il a retrouvé à 65 ans ou 70 ans une dame et il monte au 4e étage et alors il arrive en haut de l'escalier et il dit ah, vraiment, je suis épuisé, je ne pourrais faire que 3 fois l'amour. Oh. Ah ouais. Voilà. Ça serait oui, non, mais c'était un monstre, c'est vrai que c'était un monstre. Ouais. Et c'est ça qui est assez joli, c'est qu'en fait, Sainte-Beuve, qui lui est un personnage, qui est un critique, qui a très vite... Il y a une phrase très belle de Zweig qui dit il le détestait de toute son âme parce que son intelligence le forçait à l'admirer. Ouais. Et c'est cette espèce de jeu que je trouve très beau dans la pièce, ce Salieri de la littérature, c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il n'a pas le talent ni le génie de ce bonhomme. Et donc, du coup, il va peut-être gagner ce que Hugo n'a pas réussi avec Adèle, c'est-à-dire il va gagner en écoute, en douceur, en tendresse et en amour. Il va se faire aimer. C'est donc l'histoire d'un ver de terre que je joue magnifiquement, qui va être amoureux de l'étoile et qui va la voir. Parce que dans la vraie vie, il l'a eu pendant très longtemps. Il l'a eu pendant 6 ans, je crois. Ah ouais. C'est une très belle histoire d'amour, d'ailleurs. Ça, alors là, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de thèses sur cette question, parce que vous savez, alors là, on ne peut pas dire que Sainte-Beuve ait eu, en effet, cette virilité de Victor Hugo. Ah non, il était hypostade. Il avait des problèmes, il avait des graves problèmes, un peu comme... Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait le trou mal placé, je crois, qui lui rendait qui lui donnait une gesticulation un peu bizarre. À mon avis, la jalousie sexuelle avec Victor Hugo était peut-être plus grande que la jalousie littéraire. Pourquoi on ne vous voit jamais dans les classiques, vous, l'avare, le bourgeois gentilhomme? Nous sommes cagues. Ah bon? Non, je trouve que cette pièce est belle parce qu'elle a un langage un petit peu à la manière d'eux, mais elle est très moderne. Ouais. C'est écrit de nos jours, donc il n'y a pas d'archaïsme. Les pièces classiques, pourquoi pas, oui, mais je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour... Alors tout le monde m'a dit, parce que je suis en costume, quand est-ce que vous allez faire un classique? Bon, je pourrais le faire pour leur on vous imagine
incarnant l'avare, le bourgeois gentilhomme, des rôles de Louis Seigné, un peu, ces grands rôles. Oui, pourquoi pas, j'ai autre chose à faire. Je sais pas, je trouve ça plus marrant de... Ces pièces ont été jouées, rejouées, magnifiquement jouées. Pourquoi aller dans des terrains qui ont déjà été conquis? Oui, mais enfin... Ça me fait rire. Ils sont morts, oui, mais moi je mourrais au jus ainsi. Non, mais non, je suis pas. En plus, très franchement, il y a des tas d'archaïsmes dans ces pièces. En plus, il faut arrêter. Moi, le Molière, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Il y a des tas de choses formidables. Enfin, la fin de l'avare, c'est consternant. C'est pas. Il faudrait couper là-dedans. Il faudrait réadapter. Je trouve qu'il faudrait presque réécrire. Mais ils ne gênent pas les mecs qui font les adaptations en général. Oui. Non, puis en plus maintenant, c'est quand même l'avare, Molière, c'est en tout petit, c'est le metteur en scène qui est en gros. Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas votre kiff. C'est pas mon kiff, non. Alors quand vous dites, Gérard Jugnot, que vous avez autre chose à faire, vous allez bientôt avoir un film à faire, c'est-à-dire vous allez faire Astérix en Hispania. C'est-à-dire qu'après Claude Zidi qui a fait le premier, Alain Chabat qui a fait le deuxième, vous allez faire le troisième. Oui, on commence là à écrire. Vous savez ce que ça vaut, ça? Non. Si. Jean-Marie. Un triomphe. Ça veut dire? Ça, c'est quand on a ça, c'est une récompense. C'est une récompense très importante dans cette émission, en fait. Non, parce que ici peut-être, mais moi je suis en train de potasser un peu l'histoire romaine pour revenir aux sources. Ça veut dire il peut sortir debout des arènes. Non, vous sortirez debout des arènes. J'espère. On va voir si vous avez potassé un peu le sujet. Comment s'appelle le chef du village espagnol qui résiste aux Romains? Supalino y Cutron. Bravo. C'est du mal. Double triomphe romain. Énorme. Alors, comme vous appelez Gérard, vous appelez bien Gérard? C'est fou, ça. Oui, Gérard. En allemand, vous savez ce que ça veut dire? Gerhard. Gerhard. Fort en javelot. Ah bon? Lance puissante. Lance puissante. On en parlait juste avant que vous arriviez. Donc, on va faire une interview. Gérard. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes très gentil ce soir. Gérard Jugnot. Oui. Est-ce que vous êtes content de pouvoir diriger Gérard Depardieu dans Astérix? C'est pas... Le mot diriger est un peu fort. Non, mais moi, j'adore Gérard. On s'est rencontrés il y a peu de temps, en fait. On se connaissait pas bien. Et on a fait Volpone ensemble. On s'est tombé dans les bras. Et on dirige pas Depardieu. On essaye de le calmer. Oui. Là, il faudrait surtout que je l'engraisse. Parce que pour Obélix, il est un peu mince. Alors, est-ce que vous pensez que Gérard Darmon va avoir le César du meilleur second rôle pour Astérix Mission Cléopâtre? Ça, je suis assez mal placé pour juger les Césars. Vu que je me suis fait saquer quand même cette année. Je sais pas, j'espère, il était formidable. Est-ce qu'il le mérite? Ah oui, mais pour d'autres choses aussi. Ouais, c'est un très bon acteur. Est-ce que ça vous fait de la peine, Gérard Jugnot, de voir que Gérard Klein va bientôt arrêter l'Instit? Ça... Je m'en fous complètement. Mais il va pas arrêter. Si. Non, ah bon? Vous en foutez complètement? Oui, un petit peu. Non, mais ça va peut-être faire de la peine à des tas de gens, mais... Que pensez-vous, Gérard Jugnot, de l'évolution des films de Gérard Kravsik de L'été en pente douce jusqu'à Taxi 3? Il est emmerdé, là. Oui, je suis très emmerdé, parce que Il est emmerdé. C'est des films un peu moins personnels, mais... Oui. Mais bon, c'est bien fait, quoi. Oui. Bon, je sais pas... J'aime bien quand vous êtes comme ça. Oui, Moi, vous me ravissez, parce que vous êt le vrai Gérard Jugnot quand vous faites ça. Oui, mais je ne veux pas me fâcher avec personne, en plus. Mais bon... Est-ce que vous êtes inspiré par Gérard Houry? Ah oui, qui ne l'est pas. Dans la comédie, c'est quand même quelqu'un qui a apporté, enfin, qui a laissé des films épatants. Et puis moi, j'ai tourné avec lui un film il y a peu de temps, et je veux dire, j'ai découvert l'homme. L'homme est assez admirable. On parlait beaucoup de peinture, beaucoup de sculpture, d'art. C'est quelqu'un de très cultivé. Moi, il m'a beaucoup apporté. Il a apporté une chose formidable dans la comédie, c'est qu'il a
il a donné des lettres de noblesse, il a exigé le même soin, les mêmes budgets, parce que pendant très longtemps, la comédie, c'était considéré comme vraiment un truc à faire de l'argent, mais il ne fallait pas en dépenser beaucoup. Et lui, c'est le premier qui a exigé des budgets conséquents pour faire bien ce qu'il avait envie de faire. Est-ce que vous avez des nouvelles de Gérard Rinaldi des Charlots? Oui, il est venu nous voir autrefois au théâtre. Il avait joué une pièce au Splendide. Mais c'est un bon acteur, Gérard. Est-ce que vous pouvez me citer le dernier film de Gérard Lanvin qui ait marché? Bah, c'est Le Boulet, non? Ouais. Lui, c'est un très bon acteur aussi. Ouais. Les Gérard sont des très bons acteurs. Je trouve que c'est... Est-ce que... J'ai ça maintenant. C'est vrai. Attendez, Gérard, il y a Gérard Philippe, Gérard Depardieu, non, c'est vrai. Tout à fait. Ah non, Est-ce que vous croyez que Charles Gérard continuera à faire du cinéma si Lelouch arrête? C'est pas son prénom. Pour moi, c'est un mec, c'est un Charles, donc je peux... Est-ce que vous connaissez le frère de Paul Manvussa? Gérard. Bravo! J'accueille maintenant Adriana Carambeu et Gérard Jugnot. Bonsoir Adriana. Méline, tu as des bottins? Ah si, aucune différence. Vous savez, je me mets un petit peu loin. Alors, vous êtes ici tous les deux ce soir pour un film excellent, ce qui devient une habitude chez vous, mon cher Junio. Hein. Gentil. Non mais c'est vrai là, ça fait une petite série pas mal là. Oui, ça marche pas mal. Hein, ça marche bien là. Oui, non, c'était des choix. Là, le film de Jean-Louis Hubert est un film différent, c'est bien. Plus âpre, mais... Alors c'est un film qui s'appelle Trois petites filles de Jean-Louis Hubert, effectivement. Mais d'abord, il faut quand même qu'on rende hommage à Gérard Jugnot pour les choristes. Oui. Non, l'autre fois, vous avez fait ça. Ouais. Ben, à chaque fois, oui. Non. L'autre fois, vous m'avez fait ça pour Astérix, et le film s'est pas fait. Donc, maintenant, je me fie des hommages. Là, ça y est, c'est fait. Là, c'est fait. C'est fait, bien fait. C'est vrai qu'avant les choristes, vous étiez une vedette, maintenant vous êtes une star. Non. C'est bien trouvé. Tu sais que... Hein Non, j'étais Poulidor, je suis un peu Anctil, quoi. Ah, mais oui, bon. sûr. 8 millions d'entrées quand même, hein. Oui, c'est pas mal. Par semaine. Et non seulement c'est un succès hexagonal, mais ça va être un succès mondial parce que les Canadiens ont trouvé ça formidable, Miramax adore le film, c'est sélectionné par la France pour aller aux Oscars. Ah oui, non, c'est génial. En Allemagne, ça marche, à Singapour, partout. Non, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Ouais. Il n'y a rien à dire, c'est fou, c'est génial. Oui, et puis il faut dire aussi, quand Monsieur Batignolles passe à la télévision, ça fait 12,5 millions de téléspectateurs. Je suis vachement content. Bah, c'est la meilleure audience d'un film à la télévision sur TF1 depuis 1998 quand même. Que dire Rien à dire, il faut juste déguster, c'est Déguste, voilà. Je suis ravi. Tu viens à la télé maintenant, tu es tout le temps avec Adriana Carambeu. Ça, c'est très bien aussi. Vous êtes ensemble toute la journée. Je déguste. Tu es au top, Gérard. Hein. Je suis au top. J'ai grandi, d'ailleurs. Non, ce qui me fait très plaisir, c'est que c'était pas des films attendus. En tout cas, les choristes, personne ne croyait à ce succès, en tout cas pas à ce niveau. Et donc, ça fait rêver tout le monde, parce que du coup, il y a des tas de films qui ne devaient pas se faire, qui se font. Même ce film-là, où moi, j'ai pas un grand rôle, mais quand même, un très beau film. Il y a une lumière plus grande qui se pose dessus. Non, c'est agréable, le succès aussi. Ouais. En tous les cas, vos films marchent. Quoi qu'on en dise. Voilà. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Oui. Prenons au hasard. Gérard, tu l'as mérité, un petit t-shirt. Ah oui. Pour frimer dans le métier. Oh la vache. Voilà. Merci. Oui, monsieur. Restons dans le prêt-à-porter. Adriana, j'ai pensé à t'offrir une petite jupe. Voilà, c'est un petit cadeau. Ah, c'est mignon, non?
Soit quand il passe là, parce qu'on se rend pas bien compte. Oui. C'est joli, puis c'est pas vulgaire. Non, jamais vulgaire, ça s'appelle. C'est la collection jamais vulgaire. Donc vous êtes une énorme star. Oui. Dans les Bronzés 3, vous avez exigé d'être celui qui baise le plus, c'est vrai, non? Et l'ermite chaud avec une moustache. Oui. Oui, les autres sont tous chauds. Non, elles veulent toutes coucher avec vous. Quel effet ça fait que toutes les femmes soient sur vous comme ça? Mais ça a toujours été comme ça. Ouais. Je le disais moi. Ouais. Donc vous êtes à l'affiche tous les deux de Trois petites filles de Jean-Louis Hubert. Ils vous ont bien traité sur le film? Très très bien. Ouais. Vraiment, vous aviez un carloge à votre disposition? Comme une princesse. Je l'ai partagé avec Gérard. D'accord. C'était pas trop mal non plus. Il faut partager. Il faut partager avec Gérard. Oui. On est tous fait pareil. Ouais. C'était très bien, non, moi Non, il n'y a pas de confort, tu ne pouvais même pas faire pipi. C'est vrai. Il n'y avait pas de toilette, c'était très dur, c'était un tournage très rock'n'roll. On l'a fait pendant 2 mois. Elle allait dans la garrigue, enfin dans le maquis, mais il y avait des trapelles, il y avait des châtaignes. Je lui ai dit, fais attention, ça peut faire velcro. Et il y avait des petits cochons. C'est une fille toute simple, et sincère. D'accord, Jean-Loup, il a eu cette idée de m'engager dans son film, justement parce qu'il m'a vu sur votre plateau de télé. Qui? Jean-Loup Hubert. Non, c'est vrai? C'est vrai. Mais disons, mais le nombre de gonzesses qui sont choisies. Vous n'êtes pas la première à me dire ça. Des mecs. C'est incroyable. Et nous, rien, on style, on est toujours là. Personne ne nous appelle jamais. Personne ne veut de nous, c'est lamentable. Ouais. Le rythme de la promotion en ce moment, c'est pas trop dur, j'ai non? pas l'habitude de ça, c'est vrai. Ouais. C'est lourd. C'est dur, hein? C'est long. Personne, non, puis c'est terrible parce qu'il faut sourire, être de bonne humeur, dire que le film est bien, que l'équipe était géniale et tout, là. C'était une grande famille. Mais on parle d'un film qui est très bien. Alors, ça vaut le coup. C'est plus facile quand les films sont bien accueillis, que les films sont de qualité, quoi. Jean-Louis, il a fait un vrai beau film qui parle de choses vraiment qui peuvent toucher les gens. Il y a des gens qui sortent tout à fait bouleversés par le film. Vous avez une fille, vous, non? Non, mais j'ai adoré le film. Si, il a 2 filles. Vous avez vu? Mais il a oublié déjà. Ah oui, c'est vrai. Ça te revient par vrai, Alzheimer. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Adriana, si vous permettez. Il est pas trop entreprenant avec vous, Junio, non? Pas assez, son de goût. Ah ouais. Oui. J'ai eu ça. Non, il était génial pendant le tournage. Vraiment, grâce à lui, j'étais vraiment à l'aise. Il m'a fait beaucoup rire. Il m'a donné beaucoup de conseils. Hein. J'ai beaucoup de respect pour toi. Et merci encore. Quand il vous embrasse dans le film, il met la langue? Non. Voilà, on y vient. N'importe quoi. Non, mais j'aurais pu. Oui. J'aurais pu parce qu'elle ne savait pas. Elle m'a dit comment on fait un baiser de cinéma. J'ai dit, c'est comme dans la vie. J'aurais très bien pu. Tu lui as expliqué qu'on ne mettait pas la langue au cinéma, en fait. Voilà. T'es assez honnête. Assez honnête, j'aurais pu. Tu m'as dit que c'est toi qui l'as jamais fait. Toi, tu voulais la mettre? Bah, non, pas forcément, mais. Mais bon. Non, mais c'est vrai que c'était assez bizarre quand même pour moi, embrasser quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça ne nous arrive pas tous les jours. J'avais un peu... Non, je sais pas, c'était étrange, non? C'est un métier Non, c'est sûr que c'est extravagant. Moi, quand Jean-Loup m'a dit, voilà, je vais te marier à Adriana Carambeau, je suis tombé par terre. Je trouve ça, c'est très amusant, ce métier. Bon, il n'y a pas que ça. C'est aussi terrible de dire, ah, bonjour, tu vas tuer Jean Rochefort dans ce film, ou tu vas violer Jacqueline Maillan. Bon. Mais quand on joue avec Adriana, on doit être obligé de rentrer le ventre toute la journée, non? Non. Au début, il était très gentil. Bon. On va maintenant, on va passer à la promotion du film, Adriana. D'accord. Donc c'est un film qui s'appelle Trois petites filles de Jean-Louis Hubert, sorti le 29 septembre, avec vous deux, Morgane Cabot, Sabrina Ouazani et Lucie de Saint-Thibault. Alors je fais le pitch ou vous le faites, Gérard? Oui. On va voir. Allez-y, Donc c'est 3 ados dont une est d'origine algérienne, elle est en pleine révolte parce que sa famille veut retourner vivre en Algérie et la marier de force avec son cousin. Alors pour éviter ça, les 3 ados décident de contacter Johnny Depp et Vanessa Paradis et de les convaincre d'intervenir dans les médias. Voilà, alors là,
Presse People annonce Vanessa Paradis et Johnny Depp en Corse, donc les 3 gamines partent en Corse, et là, elles rencontrent le couple que vous formez, tous les deux. Vous êtes gogo danseuse, et vous, vaguement impresario. Oui, un peu. C'est le genre comme ça d'ex-animateur qui a rencontré cette femme et qui l'a fait travailler, quoi. Ouais. C'est une petite entreprise à 2. Ouais. Voilà, 3 petites filles de Jean-Louis Hubert, sorties le 29 septembre, avec Gérard Jugnot, Adriana Carambeu, qui sont nos invités ce soir. Alors, il y a une scène d'anthologie, c'est le soir de la rencontre, là, quand vous dansez dans la boîte, c'est génial, vous faites ça très bien, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Merci pour le compliment. Je me suis entraînée un tout petit peu. Ouais. C'est vrai que la scène est assez coupée. On ne voit pas assez bien. Jean-Loup voulait justement montrer mes regards vers Paolo. Alors on ne voit pas toute la scène. Mais... Il y a une scène très bien aussi, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous vous envoyez plein de mecs dans le film. Donc les 3 petites, elles pensent que vous êtes une pute et que lui, c'est votre Mac. Et en fait, un soir sur la plage, vous leur expliquez que non, c'est parce que vous aimez ça. C'est un peu comme les bonbons, quoi. Mangeuse d'hommes. En Ouais. fait, voilà, je les consomme. Gourmande, oui. Gourmande, hein, comme les bonbons. Moi, je suis copropriétaire, quoi. Ouais. Mais Paolo, il m'aime autant qu'il est capable de me pardonner et de m'accepter comme je suis. Que tu crois. Il y a une scène d'amour où elle te met les menottes en fourrure rose qui est très bien. Oui, mais non, il y a une vision des hommes assez terrible, quoi. Je trouve qu'on n'en sort pas très grandi du film, mais... Surtout avec elle. Oui. Alors, Gérard a fait un très beau compliment sur vous. Il a dit c'est une actrice débutante, bien sûr, mais c'est pas un mannequin qui joue la comédie. C'est réussi. Hein. C'était difficile qu'elle accepte ça. Je trouve ça très courageux parce que c'est vrai que pour une fois, on ne s'intéresse pas que à sa plastique comme un peu dans ses émissions. Ce n'est pas qu'un jambon, c'est aussi un esprit, une âme. Il sait parler aux femmes. Hein. Ça va au-delà de la charcuterie. Oui, voilà. J'ai fait Batignolles, donc je parle de la Oui, c'est cam. vrai. Non, mais c'est quelqu'un qui a une très belle âme et qui est une actrice débutante, mais qui débute bien et qui a beaucoup de sincérité. Je pense qu'elle est comme les petites filles qui sont aussi un peu débutantes. Et c'est donc un film qui s'appellerait 3 petites filles plus une grande. Quoi. Ouais. Christian Carambeu, il a accepté facilement que vous fassiez ce Très film facilement, parce que c'était Junio. Voilà, si ça avait été l'ermite, peut-être il aurait fait un caca nerveux. Non, il m'a presque poussé à faire. Parce que le scénario l'a plu énormément. Il a lu aussi ce que j'avais auparavant. Ouais. Et puis c'est là, il m'a dit vas-y, essaye, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est la première fois que vous partez aussi longtemps de la maison, non? 45 jours, pour moi, c'est long. Parce que j'ai l'habitude de travailler et rentrer chez moi. Chez moi, c'est vraiment où je me repose, je respire. Vous découvrez ce que c'est maintenant. Tous les acteurs ont ce problème-là. Hein. Il est venu me voir. Ah, il est venu? Oui, quand même. Oui, pour ça nous 2 intéresse heures. beaucoup. Je ne l'ai pas rencontré, moi. Je ne connais pas, Christian. Ah oui? Enfin, j'en ai entendu parler parce que... Ça va venir. Tous les gens, je suis chiante. Et Christian, il y a un Christian, il y a un Christian. Et David, ta femme, elle te suit en tournée? Pour l'instant, j'y suis pas en tournée, mais elle va me suivre. Ouais. Elle va te suivre? Toutes les dates? Toutes peut-être non, parce qu'on a le petit là bientôt. Un garçon? De temps en temps, ouais. Comme moi, 2 filles, un garçon. Vous avez une fille alors? Ouais. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas de fille. Ah, mais moi, je dis pas toujours la vérité. Ah, voilà, c'est ça. Non, mais il oublie. Ça fait 6 ans que vous êtes marié avec Christian, hein? Oui, ça c'est 9e année qu'on est ensemble. Oh là là. Pour ma part, c'est pareil que le premier jour. J'espère que pour lui aussi. Si. Ça n'a pas changé, quoi? Non. Non, parce que la première fois que vous êtes venu ici, vous disiez que vous faisiez l'amour 3 fois par jour. C'est toujours le cas? J'ai jamais dit ça. Ah bah si. Non. Non. 2 fois. J'ai jamais parlé de ça. Ouais, 1 fois. Non plus. C'est pas trop dur de rester fidèle quand même, dans le sérieux? Pour moi? Ouais. Pas du tout. Ah bon? Ouais, mais par exemple, avec Gérard, t'as pas eu envie de craquer parfois? J'ai pensé un peu, mais on n'est pas du tout compatibles, ça marche pas. Ouais. Non. Moi, j'ai une petite voiture. Il faudrait acheter un Kangoo, un truc. Bon, 3 petites filles de Jean-Louis Hubert, 29 septembre. Alors, Gérard Jugnot, comme vous êtes un monstre sacré du cinéma, désormais, on va vous faire une interview qui a été écrite par un monstre sacré de la littérature.
Marcel Proust. Je connais pas. Mais avant, pour compliquer les choses, oui, je me disais aussi. Les mariachis. Interview Proust Mariachi. Quand on a débuté avec mes camarades du Splendide, voilà. on a débuté dans un café-théâtre. Ouais. On jouait à 11h30. Et à partir de minuit, ils commençaient à jouer. Donc on a joué très fort, très vite. Et ça nous a donné le pêche de le faire. C'est pour ça qu'on joue un peu nerveusement. Gérard Jugnot, oui. Quel est pour vous le comble de la misère? Bonne oreille. Où aimeriez-vous vivre? Où aimeriez-vous vivre? Là où je suis, ça va très bien. Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence? Les fausses notes. Quelle faute L'orgueil. Quel est votre personnage historique favori? Le Grand Ferré. Ce que vous détestez par-dessus tout. Ce que vous détestez par-dessus tout. À part les mariachis. Les gens qui savent tout. Comment aimeriez-vous mourir? En le voyant venir, mais pas trop. Quel est l'état présent de votre esprit? L'état présent de votre esprit. Occupé. Avez-vous une devise? Qui veut peut. Ah, Qui veut peut. d'accord. Merci. J'accueille Mélanie Douté et Gérard Jugnot. C'est beaucoup là. Oui, c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est mérité. En tout cas, ça fait plaisir. Non, c'était pour la petite. Bien sûr. Alors la dernière fois que vous êtes venu, Gérard Jugnot, vous étiez accompagné d'Adriana Carambeu. Oui. Ce Elles sont de soir, plus en plus Mélanie petites, Douté. Est-ce que vous seriez le nouveau séducteur du cinéma français? Je l'ai connu enfant, cette petite. Ah oui, c'est vrai? Vous connaissiez papa-maman? Bien sûr. Qui était dans le métier? Absolument. Oh, bah, tu sais, dans ce métier, ça n'empêche rien. Hein. Alors vous êtes ici ce soir pour un film adapté d'une pièce de Musset. Il ne faut jurer de rien. C'est un film d'Éric Sivagnan avec vous deux et Jean Dujardin qui sort mercredi prochain, le 28 septembre. Voilà. Vous voulez que je fasse le pitch, Gérard? Ben oui. Parce que quand même... vous le faites si bien. Donc Gérard est un riche commerçant, Jean Dujardin, son neveu, mène une vie dissolue, l'alcool, les femmes, le jeu, sur le compte de son oncle. C'est là que vous, Gérard, décidez de le marier à Mélanie, qui est issue d'une famille aristocratique, mais qui roule pas sur l'or. Enfin de règne. Parce que vous voulez ajouter à votre fortune quelques titres de noblesse. Mais Jean Dujardin, votre neveu, n'a aucune envie de se marier, et il parie qu'il peut facilement séduire Mélanie en 24 heures, et donc prouver qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Mais Mélanie croit à l'amour, et vous allez vous révéler beaucoup plus difficile à conquérir que prévu. Oui, il va se prendre un râteau au début. Oui. Voilà. Oui, bah c'est formidable. C'est formidable ces fiches, parce qu'il y a un mot par fiche maintenant. Ça, ça l'amuse beaucoup. Ça l'amuse beaucoup. Parce que un jour... Mettez des lunettes. Ouais. Mettez des lunettes. Non, mais ça lui permet le lundi de dire putain, ce week-end, j'ai fait 400 fiches. Voilà. C'est vrai, non, mais vous n'hésitez pas à aller à l'encontre de ce que vous demande votre mère, et en fait, vous refusez de vous laisser séduire facilement par ce Jean Dujardin, voilà. Surtout, Cécile est un personnage qui
qui a envie d'aimer la personne, enfin de choisir la personne qu'elle va aimer, quoi. Et donc là, elle sent qu'on essaye de lui imposer quelqu'un et c'est ce qu'elle redoute le plus. Voilà. Donc ce qui était très moderne pour l'époque, quoi. C'est même un peu féministe. Quand même. Un peu féministe, elle revendique de choisir sa vie. C'est un peu George Sand, ce personnage. Oui, c'est ça. D'ailleurs, à un moment, elle s'habille en homme. Vincent McDo, c'est toute une filiation. Elle dit une phrase très belle, elle dit « Souvenez-vous quand même que... » Tout en haut du corps d'une femme, il y a une tête. Ah oui, pour les gens qui pensent comme ça. Non, mais c'est vrai que là, on est en train de parler sur des choses assez graves. Ce qui nous plaît dans le film, et en plus, là, j'ai eu, parce que je vais toujours un peu en province voir, écouter les salles, on a vraiment, les gens sortent avec la banane, ils viennent comme ça, ils se disent, mais ils savent pas trop ce qu'ils vont voir, et puis ils sortent vraiment très heureux, parce que les costumes, les carrosses, les trucs, elle est formidable. Moi, je vais aller le voir, ce film. Ouais, ça donne envie. Hein. C'est plein de gaieté. Mais c'est marrant, il y a un côté cartouche, un peu, il y a un côté fanfan la tulipe, il y a un côté ridicule, il y a un côté que la fête commence. Absolument. Hein Absolument. Non, mais on avait un petit peu, on a toujours peur du film en costume. Enfin, que tous les films sont en costume. Hein. Vous êtes en costume, là. 2-3 pornos. À part quelques nudistes. Mais je trouve qu'au contraire, c'est une magie. Ça ajoute une magie et un plaisir et une beauté. Le thème du film, c'est l'impossibilité de s'engager en amour. C'est très actuel comme thème, non? Oui. Ah, elle attend la traduction. Elle attend la traduction. Allez, Chanel. Oui, en effet, oui. En effet, oui. Hein? Mais j'ai un pouvoir comique insoupçonné. Oui, je crois que oui. Oui. C'est pas ton rire à toi, ça. C'est ton rire à toi. Elle a un rire très particulier. Ah oui, c'est étonnant. Non, mais je ne sais pas quoi vous répondre, en fait, parce que c'est très moderne, c'est très actuel, et c'est des thèmes intemporels, donc on en entendra encore parler, on se questionnera encore dessus pendant très longtemps. Bon, je vais passer quelques fiches, là, parce que je vois que j'y arrive. 4 mots d'un coup, bravo. Hein? J'en avais une imbécile, mais je vous la pose quand même. Allez-y, on est habitués. Gérard. Gérard. Ah, ça, Baillefier a dit ça, ils auraient applaudi, vraiment. Vous dites, ils applaudissent aussi. C'est dur d'aimer à notre époque. Pas... Répondez pendant ce temps, je regarde un peu où j'en suis, là. Non, c'est pas dur. C'est difficile parfois, mais c'est vrai que la difficulté, c'est de faire durer. Ça s'est bien passé le tournage, j'ai du con. Non, t'as raison, parce que des fois, ça se passe pas bien. Bonne question. Vous êtes bien entendu avec Dujardin? Ouais, très bien. C'est plus facile de jouer au théâtre ou au cinéma? C'est quoi votre personnage? Quand on joue avec une fille comme Mélanie, est-ce qu'on rentre son ventre avant les scènes? Je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, là j'ai quand même perdu, vous voyez, parce que j'ai vu des photos volées. C'est bien ces chemises rayées. J'ai vu des photos volées, on m'avait mis on m'avait greffé un ventre, un faux ventre numérique. Ça, c'est pas toi. Et c'était mon ventre, donc j'ai commencé à... Là j'ai perdu. Vous êtes bien là? Ah oui, voilà, ça vous plaît. Hein. Bon, une autre question? Mélanie, oui. Quand vous êtes venue, j'étais très gentil avec vous. Oui. Vous avez déclaré à un journal, Thierry est très gentil avec moi, j'aimerais le revoir en dehors de la télévision. Alors quand? J'aime bien l'ambiance de ce soir. Non, en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai pas trop envie de faire l'interview, mais eux, ils ont pas trop envie de faire la promo non plus. Non, mais est-ce qu'on est obligé de parler du film? Non, on n'est pas obligé de parler du film. Ouais. On en a parlé, on a vu l'abondance, qui est très bien, qui donne envie. Voilà. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour qu'on aille voir ce film? Si, il faut aller voir ce film parce que je trouve qu'on redécouvre, par exemple, Gérard dans un rôle complètement surprenant où il arrive il dégage une énergie dans son côté très obsessionnel par l'argent. En fait, on découvre que c'est un homme qui est malheureux et qui a qu'une envie, c'est d'être à nouveau heureux. Jean aussi, son personnage Valentin, parce que c'est le chevalier moderne, parce qu'il nous rappelle Belmondo, parce qu'il est complètement extravagant, qu'il est chevaleresque et romantique à souhait, parce qu'il y a des personnages qui est absolument magnifique. Et voilà, parce que c'est une très belle histoire, voilà, et qu'il faut aller voir, et c'est très joli, c'est très rythmé, et voilà. Que dire de plus? Voilà, il ne faut jurer de rien, sorti le 28 septembre, et ça, c'est le making-of sur papier. C'est aux éditions Mangues, mesdames, messieurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.